Vous le savez, aujourd'hui plus que jamais, la sécurité de nos informations est cruciale dans les petites ou moyennes entreprises, les startup tech ou les boutiques en ligne. Alors imaginez un expert cyber disponible à la demande, capable d'adapter ses solutions à la taille et aux besoins de votre entreprise. C'est ce que propose Orange Cyberdéfense, leader en cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale. Que ce soit pour un diagnostic afin d'évaluer vos vulnérabilités, une formation personnalisée pour vos équipes ou pour tester vos défenses de manière proactive en simulant une attaque, Orange Cyberdéfense est présent pour les petites entreprises. Pour vous permettre d'en savoir plus, un webinar aura lieu le 28 mai prochain, une occasion idéale de poser vos questions directement aux experts. Il y a très peu de place, mais Monde Numérique vous offre l'opportunité de suivre cet événement exclusif. Il suffit de vous inscrire dès à présent sur le site orangecyberdéfense.com, rubrique événements avec le code Monde Numérique. Notez la date sur vos tablettes, 28 mai 2024, et inscrivez-vous dès à présent. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour prendre les devants contre les cybermenaces. On voit énormément de besoins et d'intérêts sur le transport, par exemple, de médecins en zone d'urgence, transport d'organes aussi et transport de poches de sang. Bonjour François Le Maréchal. Bonjour. De Urban Mobilité qui dépend d'Airbus. Exactement. C'est la première fois que Airbus est présent au salon Vivatech. Exactement. Vous présentez un appareil un peu particulier qui est un avion de petite taille électrique qui vole à l'horizontale et aussi à la verticale. Exactement. Ce véhicule-là, City Airbus NextGen, est un prototype, un pré-programme qu'on appelle ADAV en français, avion à décollage et atterrissage vertical, qui est en développement chez Airbus donc depuis quelques années maintenant, et qui a ambition au final d'être commercialisé dans les prochaines années. Donc il ressemble à quoi ce véhicule? Si on devait le décrire Alors c'est un avion au final 100% électrique, piloté, donc nous aurons un passager, un pilote, 3 passagers, et avec une configuration aile haute qui permettra au final des vols en milieu urbain. Donc c'est pas un drone? C'est pas un drone en effet, ce qui sera piloté. Il sera piloté avec un seul pilote. Il aura une endurance de plus ou moins 80 km avec cette configuration 3 passagers. On étudie aussi les applications médicales, transport de médecins, transport d'organes, de poches de sang pour les milieux nécessaires. Il est entièrement électrique? 100% électrique en effet. On utilise les dernières technologies du monde automobile, donc les dernières technologies sur les cellules pour vraiment mettre en vol cette machine. Est-ce que c'est vraiment réaliste un avion C'est électrique? totalement réaliste. Du point de vue historique, au final, on voit énormément d'avancées dans le milieu de l'électrification, aussi bien batterie et moteur électrique. Et on a déjà fait voler chez Airbus 2 démonstrateurs en 2017 et 2019. Donc ça arrive maintenant. C'est vraiment réaliste. Et on voit aussi énormément de support des gouvernements et des régulateurs pour certifier et mettre en service ces machines-là. C'est vraiment des petits avions de ville, c'est ça? Oui, en effet. Donc, du point de vue cas d'application sur le court terme, dans les prochaines années, 80 km avec un besoin au final de s'intégrer dans un tissu urbain assez dense. Donc l'ambition, c'est via ces plateformes-là d'atterrir dans des milieux assez restreints, assez petits, donc sur des héliports, ce qui au final motive les applications urbaines. Ouais. Donc on n'aura pas besoin de runway ou de piste d'atterrissage pour ces avions-là. Mais ce sont des avions qui décollent verticalement? En effet. Okay. Atterrissage vertical. Okay. Et donc par exemple, on peut voir potentiellement sur les applications en France, des applications type Charles de Gaulle, aéroport ici Limoino. Ouais. On peut voir des applications autour de l'île de Ré. Concrètement, des applications où soit le tissu urbain est assez dense, donc pour éviter le trafic, ou au final la destination est, on va dire, très isolée, aussi bien zone montagneuse ou zone insulaire. Donc les îles, par exemple Bretagne, les côtes de Norvège pourraient potentiellement être des zones d'exploitation. Donc là, par exemple, on vous montre une simulation sur Osaka, parce que le Japon est le pays d'honneur cette année à Vivatech. Et donc là, c'est un cas d'application au final, départ de l'aéroport d'Osaka et arrivée au centre-ville. Aussi bien arriver sur des buildings, vous pouvez voir ici un héliport au centre-ville d'Osaka. Au sommet d'un immeuble, c'est ça? Exactement. Ou alors sur des zones plus ou moins touristiques, comme le château d'Osaka. Donc vraiment, l'ambition, c'est de pouvoir utiliser ces plateformes-là, cette nouvelle technologie qui est l'électrification, dans des cas, on va dire, très, très spécifiques. Il y a quoi? Il y a 2 rotors, 3... On en a 8 rotors. 8 rotors, okay. Ce qui permet au final un niveau de sécurité le plus optimal. Pour chaque paire de rotor, au final, on a une capacité de compenser
le manque. C'est-à-dire que s'il y en a un qui tombe en panne, les autres Exactement. sont censés pouvoir compenser, c'est ça l'idée. Exactement Ouais. ça. Ce qui permet au final de développer une machine, en tout cas c'est notre ADN chez Airbus, d'avoir la machine la plus safe, la plus sûre possible. Mais où est-ce qu'on en est du développement de ces outils? Parce qu'on les attendait pour les Jeux Olympiques, Oui, après, on voit ce genre de choses, je dirais, presque tous les ans à Vivatech, enfin différentes formes. Et petit à petit, au final, l'oiseau fait son nid, comme on Ouais. dit. Et là, dans ce cas-là, c'est un oiseau qui va bientôt voler. Chez Airbus, nous avons développé notre premier prototype fin l'année dernière. Ouais. Nous avons déjà fait le Power On et nous avons commencé les phases de test cet été. D'accord, ça va démarrer concrètement. Des cet été phases de en test, exactement. À Et quel après, nous endroit allons travailler avec, en Allemagne. C'est là où nous développons et designons le véhicule, avec énormément de composants qui sont français aussi. Airbus étant une entreprise européenne, 50% est ici fait en France, 50% est fait en Allemagne. Donc c'est vraiment aussi un porteur de l'idée européenne, ce projet. Pour vous, les petits avions électriques comme ça, c'est plus pour du service de type urgence et compagnie ou... On joue sur les deux tableaux chez Airbus, sur les deux cas d'usage. Un cas d'usage qui est transport de passagers type taxi. Type taxi, ouais. Le deuxième cas d'usage est vraiment le cas d'usage médical. On voit énormément de besoins et d'intérêt sur le transport, par exemple, de médecins en zone d'urgence pour pouvoir atteindre rapidement, au final, ces zones à problème. Transport d'organes aussi et transport de poches de sang. Vraiment, des applications médicales, c'est vraiment aussi notre corps d'application. Mais on a l'impression qu'il y a encore un peu des réticences, notamment politiques, puisque les expérimentations d'appareils comme le vôtre ou d'autres constructeurs devaient faire quasiment leur début, encore une fois, à l'occasion des JO, et puis ça ne se fait pas, pour des raisons réglementaires. C'est pas qu'une question de contestation, une question de maturité aussi, technologique. Ouais. Mais on en revient, cela va arriver. Ça va arriver, il faut juste trouver le bon cas d'application pour le bon endroit. Et je ne vous dis pas que une application d'eVTOL à Paris sera la même qu'à Sao Paulo ou qu'à Los Angeles. Ils ont vraiment travaillé avec les communautés, c'est ce qu'on fait chez Airbus. On n'essaye pas d'imposer la technologie, on travaille vraiment avec les communautés pour traiter l'aspect intégration dans l'aérospace, intégration avec le bruit ou tout ce qui est aspect engagement communautaire. Alors j'imagine que ça ne permettrait pas de désengorger des axes routiers par exemple, sauf si on considère que les axes routiers doivent être maintenus pour les véhicules d'urgence. Là, c'est un supplétif. C'est complémentaire. Ouais. C'est très complémentaire. Et je prends des fois un peu l'exemple des téléphériques. Par exemple, on a des développements de téléphériques, donc c'est quasiment de l'urban air mobilité, c'est de la mobilité aérienne urbaine. On est vraiment sur du complémentaire. Complémenté quand l'axe routier terrestre n'est pas accessible ou coûterait trop cher pour les autorités publiques. Donc j'ai pris l'exemple des zones montagneuses, les zones insulaires, qui coûteraient beaucoup trop cher en investissement CAPEX, investissement foncier sur le court terme. Et là, ce serait quoi le modèle économique? De la vente, de la location? Alors, chacun aura son propre modèle économique, donc je ne vais pas parler pour mes compétiteurs. Mais en tout cas, en tant qu'Airbus, nous avons travaillé avec nos partenaires actuels, qui sont des compagnies aériennes, des compagnies d'hélicoptères, qui opéreront pour nous et qui opéreront au final ces machines-là, et nous les aiderons à les maintenir en service, à former les pilotes. Donc le modèle économique se basera aussi principalement sur ces opérateurs et ces compagnies aériennes du futur. C'est quoi le prix d'un appareil comme ça par rapport à un équivalent, un petit avion par exemple? Ça sera beaucoup moins cher, beaucoup moins cher. Je ne pourrais pas vous donner un prix exact, mais ici nous travaillons chez Airbus, du point de vue méthodologie et philosophie. Nous travaillons sur un produit qui est dans un premier temps pour les critères le plus sûr possible, critère numéro 1. Deuxième critère, c'est le moins cher possible et en même temps le plus performant. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on a déjà dans l'ADN du véhicule. Et vous pouvez déjà voir que notre véhicule a une configuration fixe. Nous n'avons pas de système de bascule, nous n'avons pas trop de dynamique pour réduire au maximum le coût de revente. Est-ce que c'est un concept qui se différencie fondamentalement des autres? Totalement. Ce qui est assez important, et c'est la question sur l'électrification, l'électrification est en train de changer le paradigme des designs des véhicules, aussi bien automobiles ou ici volants. Comme je vous le disais, nous on a mis en données d'entrée l'aspect coût, sûreté et performance. Certains de nos compétiteurs n'ont pas mis ces données d'entrée au même niveau de priorité. Oui, enfin, j'imagine que la sûreté, ça doit aussi faire partie de leurs préoccupations, quand même. Mais en tout cas, donc c'est pour ça que notre plateforme, vous pouvez la voir, elle est assez simple. Aucun système ne bouge, tout est contrôlé seulement par le couple des hélices. Donc, elle a vraiment un design assez simple, si je me permets. Très très simple. Ce qui se différencie au final, qui se différenciera sur le niveau de maintenance, qui sera plus faible que la compétition, et un niveau de sûreté plus haut.
Le design qui est assez futuriste, hein, on dirait une espèce de grosse araignée blanche très élégante, c'est un design définitif? On est toujours à la recherche, on va dire, de retours opérateurs, retours d'expérience technique. Donc nous allons faire voler on est quasiment sur le véhicule final. Hein. On va en apprendre énormément avec la phase de vol, mais l'idée est vraiment de lancer ce véhicule dans les prochaines années. Et c'est gros comment ça? Alors on est sur un véhicule qui est proportionnellement peut être intégré au sein d'un cercle de 15 mètres. D'accord. Principalement dû au final au design qui nous permet au final de la portance au sein de la phase de croisière. Merci beaucoup. Avec grand plaisir et avec plaisir. Et rendez-vous en 2025 peut-être ou... Rendez-vous bientôt. Ouais, bientôt. Espérons.